Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au 4e atelier du colloque Cadavres exquis d'histoire intitulé Genre et corps. On va commencer par le corps ce matin. Donc, un corps vivant, un corps mort, un corps sain, un corps malade. Ce sont plus ou moins ce que nous allons voir durant les 2 prochaines heures avec, pour commencer, Marie Le Person qui nous présentera, sous la direction de Sylvie Vabre, sa communication sur la photographie funéraire en Bretagne dans la première moitié du XXe siècle. Nous enchaînerons avec, aussi sous la direction de Sylvie Vabre, le combat contre la variole au XIXe siècle, communication d'Agnès Bouvaroyo. Enfin, pour finir cette sous-thématique, dirigée par Catherine Valenti, Evie Foch nous aidera à redéfinir la normalité, la pathologie et le corps sain au XIXe siècle. Je vais maintenant leur laisser la parole. Un moment sera accordé aux questions après les 3 communications. Écrivez-les si elles vous viennent à l'esprit, comme ça on aura quelque chose à discuter. Bonjour à tous et à toutes. Comme Marie vient de vous l'annoncer, je vais vous parler du corps malade et vous présenter une partie de mes travaux de master 1. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive de présentation, je travaille sur la campagne de vaccination contre la variole à Toulouse et au début du XIXe siècle. J'aimerais scinder cette présentation en 3 parties. La première fera office d'introduction et portera sur les définitions clés de mon sujet. La deuxième sera sur la diffusion de la vaccination à Toulouse et en Haute-Garonne par le biais de 3 groupes spécifiques. Et enfin, je voudrais conclure en exposant brièvement la situation autour des années 1820. Je vais donc vous définir dans un premier temps ce qu'est la variole, la vaccination, ainsi que les méthodes médicales au tournant du XIXe siècle. Qu'est-ce que la variole? Eh bien, c'est une maladie contagieuse qui a sévi de manière épidémique au cours de l'histoire. Les premières traces remontent en effet à l'Égypte antique, notamment avec des marques de boutons varioliques retrouvés sur des momies, comme celle Ramsès II par exemple. Cette maladie est autant redoutée que la peste au cours de la période moderne. Louis XIV l'a contractée, Louis XV en est décédé. Elle touche majoritairement les enfants et se manifeste par des fièvres, des vomissements, des maux de tête. Mais sa caractéristique première, ce sont les boutons recouvrant le visage et le corps, qui au mieux défigurent ou rendent infirme le malade, ou au pire peuvent mener à la mort. Dès l'an 1000, les Chinois tentent de contrer la maladie en se servant des boutons de varioleux pour créer un remède afin de protéger ceux qui n'ont pas contracté la maladie. Par exemple, ils récupèrent des croûtes de boutons varioleux pour les écraser dans un mortier. Ensuite, ils inhalent cette poudre pour se protéger. Ce sont les premières méthodes de variolisation ou d'inoculation. Une autre technique est observée seulement au début du XVIIIe siècle par Lady Wortley de Montagu lorsqu'elle est en Turquie en déplacement avec son mari qui est ambassadeur d'Angleterre. Elle rencontre de jeunes femmes turques dans un harem qui s'inoculent dans le bras le pus de boutons varioliques pour éviter de contracter la maladie et pour conserver leur beauté. Seulement, cette méthode est assez aléatoire et elle ne promet pas une protection complète. Il s'avère finalement que la variole humaine est peu efficace en termes de remède. En 1796, Edward Jenner, qui est un médecin anglais, constate que des fermières trayant des vaches dont les pieds sont atteintes de variole ne contractent pas la maladie, ou alors elles ont de simples boutons bénins sur les mains. La vaccine, qui est le plus présent dans les boutons de la variole bovine, protège les humains de la maladie. Le 14 mai 1796, James Phipps est le premier enfant à être vacciné par le médecin anglais. Vous pouvez constater sur cette diapositive que les boutons commencent à s'estomper plusieurs jours après la vaccination. Ce que l'on considère aujourd'hui comme un exploit médical apparaît à la fin du XVIIIe siècle et arrive en France au début du XIXe. Pourtant, nombreux sont ceux qui se méfient de ce nouveau remède. Il faut savoir que jusqu'au XIXe siècle, la santé est considérée comme un équilibre entre les humeurs du corps. Ces humeurs correspondent au bon fonctionnement entre le cerveau, le foie, la rate et le cœur. Et une personne malade est considérée comme ayant un dysfonctionnement et un trop-plein de ses humeurs. Les saignées purgatives sont donc de rigueur et extrêmement employées pour soigner les maux. La maladie, mais aussi les soins, relèvent également de la nature ou de la volonté de Dieu. Les remèdes sont donc souvent à base de plantes, de croyances ou de prières. Aussi, jusqu'au XIXe siècle, les malades sont souvent traités par des pseudo-médecins empiriques ou des charlatans n'ayant pas de connaissances spécifiques en médecine. Ils sont notamment présents dans les campagnes où les médecins se font rares.
Pour pallier cette disparité médicale, écrit une loi en 2111, ce qui correspond au mois de mars 1803, qui stipule que nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé sans être examiné et reçu comme ce sera prescrit dans la présente loi. Le but ici est de permettre aux Français d'être soignés par des professionnels de santé aptes à guérir et d'éloigner conjureurs et les douteux de la population. Dès lors commence ce que Jacques Léonard appelle la médicalisation de la France. La réussite des examens permet aux médecins d'exercer dans toute la France et aux officiers de santé dans les départements où ils ont été reçus. Les campagnes se voient désormais dotées de plusieurs officiers de santé ainsi que de quelques médecins, même si ces derniers restent majoritairement en ville. Cette expansion de la médicalisation va être utile pour la diffusion de la vaccination contre la variole. Celle-ci va se faire en 3 temps, d'abord au sein du corps médical, puis auprès de la population grâce aux curés, et enfin, elle va s'étendre en Haute-Garonne par l'installation des comités de vaccins. Les premiers essais de vaccination en France sont dus au duc de la Rochefoucauld-Liancourt, qui permet l'approvisionnement de vaccins de l'Angleterre à Paris. Concernant Toulouse, les premiers essais se font grâce à l'initiative du chirurgien Roche d'Arbès, qui suit de près les avancées de la vaccination et qui demande à recevoir de la matière vaccinale de Paris. Il publie à ce sujet, en 1801, un mémoire précis sur la vaccination où il indique la découverte de Jenner, comment se procède l'opération, comment évoluent les boutons. Le but premier de cet ouvrage est d'enseigner la méthode aux futurs vaccinateurs et de savoir reconnaître la variole d'une autre maladie semblable, comme la varicelle ou la variolette par exemple, qui, elles, ne sont pas mortelles. Savoir reconnaître la maladie est en effet primordial, car plusieurs officiers de santé ont administré la vaccination à des enfants qui n'étaient pas atteints de la variole. Et ne voyant aucune guérison apparaître sur l'enfant, la vaccine a reçu quelques critiques négatives et a été qualifiée d'inefficace, ce qui a alimenté le discours de médecins anti-vaccins et a compromis les résultats du traitement antivariolique. Il convient donc de former officiers de santé et médecins à vacciner la population toulousaine. L'université de médecine de Toulouse ayant été supprimée suite à la loi Chapelier de 1793, la Société de médecine, de chirurgie et de pharmacie, puis l'École impériale de médecine et de chirurgie de Toulouse, propose formation et cours gratuits afin d'apprendre la vaccination à ceux qui iront sillonner les routes du département pour vacciner les enfants. Il importe fortement d'initier les médecins à la vaccination pour minimiser les traités rédigés contre la vaccine. Pour convaincre ses confrères, Roche d'Arbès inclut une contre-épreuve dans son mémoire. Cela correspond à une démonstration publique de la vaccination afin de convaincre de l'efficacité du vaccin. Celle-ci se déroule en 2 temps au domicile du chirurgien, face à 5 officiers de santé. D'abord, les officiers de santé rencontrent les enfants et observent la vaccination. Puis, plusieurs jours plus tard, ils reviennent pour constater l'évolution des boutons et affirmer l'efficacité de l'acte. Cet écrit du chirurgien permet à certains officiers de santé de s'ouvrir à la méthode Jenner. C'est le cas notamment pour un officier de santé de Saint-Alban qui utilise l'ouvrage pour se familiariser avec la technique. Les préjugés existants contre la vaccine persistent durant le premier quart du XIXe siècle, puisque Dominique Latour, qui est lui aussi médecin à Toulouse, publie en 1823 un traité visant à réfuter les propos négatifs allant à l'encontre de la vaccination. Dominique Latour, Roche d'Arbès, mais aussi maire de village et autres médecins se désolent de constater que tous les praticiens de santé n'adhèrent pas à la vaccination. Le maire de Fronton, par exemple, se désole de ne voir que 2 chirurgiens sur 9 pratiquer la vaccination sur l'ensemble de son canton. Cette diffusion de la vaccination doit se faire dans un premier temps au sein du corps médical, puis elle doit également être répandue auprès des populations qui sont les premières à souffrir de la maladie. Jouissant d'une proximité avec les Français, les curés s'avèrent indispensables à la diffusion de la vaccination et sont d'un grand soutien, notamment auprès des populations rurales. Bien qu'ils ne soient pas qualifiés médicalement parlant, les membres du cercle religieux représentent un réconfort. Les religieuses sont par exemple présentes auprès des populations lorsqu'elles sont touchées par la maladie et la mort. Connaissant l'influence du groupe ecclésiastique, le préfet de la Haute-Garonne, Jean-Étienne Richard, stipule dès 1804 dans un circulaire contre la petite vérole, qui est un autre nom donné à la variole, que l'archevêché de Toulouse est invité à en faire donner lecture aux prônes. Prônes correspondent aux sermons qui sont prononcés tous les dimanches. Les curés ont donc pour mission d'inciter leur paroisse à se faire vacciner et à croire aux bienfaits de la vaccine. Les croyances populaires sont en effet très présentes et à l'encontre de la vaccination. Ce remède apparaît comme défiant les lois du cosmos. De plus, la maladie est perçue comme un signe de Dieu, ne pouvant être défiée.
Si le varioleux doit guérir, seul Dieu peut le permettre. L'archevêché de Toulouse s'engage donc à vaincre ses préjugés et à valoriser la vaccination comme une création mise dans les mains de l'homme par Dieu pour promouvoir la vie. Certains abbés s'attellent à donner l'exemple auprès de leurs confrères. L'abbé Carrel, qui dessert la succursale de l'Union, a souhaité apprendre la méthode de vaccination afin de la répandre auprès de sa paroisse. Ces efforts ont permis de vacciner 40 individus. Les Sœurs de la Charité, quant à elles, s'occupent des malades aux hospices de Toulouse et vaccinent seulement sous la tutelle des médecins. Aux curés et aux médecins s'ajoute une nouvelle institution qui voit le jour à Toulouse en 1804. Ce sont les comités de vaccine. Les autorités publiques montrent leur volonté à vaincre la variole. Souhaitant répandre la pratique du vaccin, le comité de vaccine s'installe dans un premier temps à Toulouse et une salle à l'Hôtel-Dieu est réservée pour la vaccination des Toulousains. Toutefois, le comité se heurte à quelques imprévus, notamment financiers, et disparaît jusqu'en 1809. Le préfet Richard demande à des médecins de commencer à répandre la vaccine dans le département dès 1804. Et qui d'autre que Roche-Tarbès pour assurer cette mission? Il rédige, accompagné de son confrère Boutet, quelques rapports et états des lieux de leur visite. Il constate que dans certains villages, la variole décime la population. Par exemple, dans le village de Canals, sur une population de 100 habitants, 30 sont atteints de la maladie, 15 en succombent. La première décennie du XIXe siècle s'attelle donc à remettre sur pied les comités de vaccine. Au début du XIXe siècle, le département de la Haute-Garonne se divise en 4 arrondissements de vaccination qui sont eux-mêmes subdivisés en cantons. Dans un premier temps, 4 comités de vaccine sont répartis dans les villes chefs-lieux de Toulouse. Donc, Toulouse, Muret, Villefranche-de-Lauragais et Saint-Gaudens. 3 ans plus tard, en 1812 donc, la Haute-Garonne se divise à nouveau en 12 arrondissements de vaccination afin de recouvrir la totalité du département et permettre à la majorité d'avoir recours à la vaccination. Ces comités sont constitués de plusieurs membres de la société, comme les maires, médecins, curés, mais aussi propriétaires. Au cours de la réunion, ils discutent des méthodes à mettre en place pour développer la vaccination à Toulouse, mais aussi pour discuter des finances liées au matériel nécessaire. Des salles sont également mises à disposition pour recevoir ceux qui souhaitent être vaccinés. Aussi, elles permettent de stocker et de conserver le virus vaccin. Napoléon déclare dans un décret impérial de 1809 que 25 dépôts de conservation seront formés dans l'Empire. Toulouse est l'un d'entre eux, et la ville de Saint-Gaudens va également se doter d'un dépôt dès 1822. La Haute-Garonne se voit désormais assurée d'une quantité de vaccins suffisante et recouvrant l'ensemble du département sans avoir à s'inquiéter d'une pénurie. Enfin, les comités organisent les campagnes de vaccination. Afin de toucher une majorité de la population, des séances sont organisées tous les premiers dimanches du mois au domicile du vaccinateur, en plus de leurs tournées annuelles qui ont lieu au printemps. Chaque maire du département, ainsi que les curés, sont tenus informés de ces visites à l'avance afin de prévenir les populations des séances de vaccination à venir. Ces campagnes, qui sont gratuites, font l'objet de rédaction de tableaux de vaccination qui sont des sources précieuses pour rendre compte de l'évolution du remède antivariolique. Ces données, demandées par le ministre de l'Intérieur, permettent de constater les vaccins effectués, le nombre de sujets atteints de la variole, mais aussi ceux qui en sont décédés. Il est donc possible de relever les fluctuations de la vaccination et de les mettre en corrélation avec un contexte spécifique. Sur cet exemple de graphique réalisé à l'aide de tableaux rédigés par les médecins, les vaccinations semblent chuter drastiquement en 1810. Pourtant, rien ne semble justifier cette baisse. Il s'avère que concernant la Haute-Garonne, un seul rapport de médecins a été transmis sur cette année, ce qui explique le faible résultat donné. Les tableaux de médecins sont de plus en plus réguliers et leur rédaction persiste au-delà des années 1830. Les vaccinations restent relativement stables jusqu'aux années 1820, puis voient leur nombre doubler entre 1820 et 1823, tout comme le nombre de sujets atteints de la variole augmente. Une des raisons qui explique cela est que la vaccination est requise à partir de 1822 afin d'avoir accès aux établissements scolaires. Mais ce n'est pas tout. Comme dit précédemment, Dominique Latour a publié en 1823 un ouvrage pour rappeler les bienfaits de la vaccine, mais aussi pour contredire les publications négatives à son encontre. La recrudescence de varioleux s'explique par la nécessité de réitérer l'acte de vaccination, même 10 ou 15 ans auparavant. Même lorsque l'acte de vaccination a été fait 10 ou 15 ans auparavant. Cela correspond à la notion de rappel de vaccin que l'on connaît aujourd'hui. Dominique Latour explique que l'acte de vaccination doit être répété afin de protéger durablement. Il en profite également pour insister sur le fait
que plusieurs enfants vaccinés, ayant été en contact avec des enfants atteints de la petite vérole, n'ont pas attrapé la maladie et ont été protégés malgré leur extrême proximité. J'ai décidé d'appeler cette présentation vers l'éradication de la variole, car il y a bien une démarche préventive qui s'instaure au début du XIXe siècle. Certes, la maladie persiste et se voit éradiquée seulement en 1980, mais il y a quantité de progrès qui s'opèrent au cours du XIXe siècle, comme la sepsie ou l'anesthésie par exemple. De plus, il ne s'agit pas seulement d'instaurer une nouvelle méthode curative, mais aussi de la faire pénétrer dans les mœurs, ce qui n'est pas chose aisée lorsqu'émergent les notions bactériologiques ou hygiéniques. C'est en effet un mode de vie qu'il faut transformer. La variole atteint donc le corps de façon physique, mais la maladie peut également être invisible et toucher le psychique, et de fait questionner la notion de normalité. C'est ce qu'Elie Foch va maintenant nous démontrer. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Alès pour cette présentation. Dans cette intervention, il sera question de revenir sur une problématique qui est primordiale à prendre en compte puisque l'on s'engage sur une étude concernant la folie et les institutions psychiatriques, à savoir la dénotation de la normalité. L'aliénisme, qui est né au XIXe siècle, est une discipline médicale nouvelle spécialisée dans la santé mentale. Conséquence de la nouveauté, on observe alors au cours du siècle une théorisation inédite de la folie qui va de pair avec une reconnaissance du fou comme d'une personne malade et de la folie comme d'un fait médical. La difficulté réside alors dans le fait de définir la maladie sans s'appuyer seulement sur l'observation clinique du corps. La normalité psychiatrique présente alors des caractéristiques épistémologiques complexes qui mettent en avant des principes liés à la subjectivité dans la médecine et à des enjeux de société. Donc, dans cette intervention, il est question d'interroger les spécificités des frontières entre le normal et le pathologique durant le XIXe siècle, et notamment autour des notions de folie et de perversion. Donc, pour commencer, il est nécessaire de relever le fait que la définition du fou et de la folie est difficile à mettre en place. Cela est d'autant plus vrai que les tentatives de théorisation en circulation à la fin du XVIIIe siècle sont principalement issues de la théorie de l'humeur qui remonte elle-même à l'Antiquité. On note cependant que la première caractéristique de la folie qui peut être mise en avant est le fait qu'elle repose sur l'altérité. Ainsi, le fou se présente généralement comme la personne haute. Et en effet, si on pose la question de manière assez rapide, la particularité de la folie est que l'on est capable d'identifier un fou instinctivement, mais qu'on n'est pas capable de définir. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire déclare « Nous appelons folie cette maladie des organes du cerveau qui empêche un homme nécessairement de penser et d'agir comme les autres. » Au XIXe, pour certains médecins, la folie se présente donc comme un désaccord avec les idées de son temps et avec la société. Ainsi, l'aliénation serait la différence de jugement que porte la personne sur les choses, alors que toute la société en porte une autre. Elle serait la rupture avec l'habitude et la pensée générale. Pour d'autres aliénistes encore, le fou vit dans son monde et l'homme normal dans le sien. Il est comme dans un rêve perpétuel et ne peut être considéré de fait comme responsable. On observe donc une définition sociale de la folie qui porte sur l'altération partielle de la conscience vis-à-vis de la réalité ou sur la perte du libre arbitre. Et ces deux définitions peuvent justifier un enfermement et des soins forcés jusqu'à un retour à la normale. Comme on peut le voir, ces définitions entretiennent un rapport qui est assez étroit avec le concept de normalité, à savoir que le normal dans le littré de la fin du XVIIIe siècle est un adjectif qui désigne ce qui est conforme à la règle, régulier ou qui sert de règle. Par opposition, anormal se définit comme contraire aux règles. Donc, toute personne ne correspondant pas au standard entretient un rapport avec l'anormalité et potentiellement avec la pathologie mentale. Cependant, la pathologie se définit comme une science qui normalement s'occupe des désordres organiques. Il est donc question d'appliquer à la maladie de l'esprit un concept qui repose sur le biologique, ce qui implique un calcul difficile entre normalité et anormalité. Dans l'idée de déterminer la folie, on note que les considérations physiologiques et physiques étaient importantes à l'époque, et là encore, on retrouve le problème épistémologique de la détermination du corps normal, et de savoir si cette normalité repose sur un canon,
ou sur une étude statistique, soit une forme de moyenne du corps normal. Malgré une difficulté importante de la définition du corps sain, on retrouve des éléments assez figés qui marquent la notion de normalité, notamment une rigidité sur les notions de genre et de corps sexué. La norme médicale repose désormais sur une différence binaire qui est bien plus stricte que durant le XVIIIe siècle, et sur une identité de genre qui se doit conforme au sexe assigné à la naissance. Ainsi, les organes sexuels du corps, jugés normaux par les médecins de l'époque, doivent être développés selon ce qui est attendu à la suite d'une maturité sexuelle. Outre les variations des organes de reproduction, certaines caractéristiques sont considérées comme marqueurs de la folie, comme pour beaucoup d'aliénistes de l'époque. C'est notamment le cas de certains types nerveux, de la petite taille, de la microcéphalie ou alors certaines formes de regard ou d'expression faciale. Malgré l'absence d'études fiables, la figure de la force physique et mentale reste associée aux personnes de grande stature et à la force physique développée. Concernant d'autres considérations sur le corps, le beau n'est pas considéré à l'époque comme une exception et ne fait pas figure de normalité. En revanche, les choses sont un peu plus compliquées. Et nous pouvons notamment questionner le statut de la laideur et de l'animalisation des personnes aliénées. Malgré l'idéal de l'objectivité positiviste, la beauté et la laideur sont souvent des éléments que l'on retrouve dans les écrits médicaux. Et l'idée que le corps reflète l'état de l'âme et la propreté et la bonne moralité semblent encore bien présentes. Et nous pouvons donc par exemple citer Esquirol, donc aliéniste du XIXe siècle, qui déclare « Le lipémaniaque a le corps maigre et grêle, les cheveux noirs, le teint pâle, les pommettes parfois colorées, la peau brune, noirâtre, aride et écailleuse. Tandis que le nez d'un rouge foncé, la physionomie est fixe, immobile, mais les muscles de la face sont dans un état de tension convulsive et expriment la tristesse, la crainte ou la terreur. Les yeux sont fixes, baissés vers la terre ou tendus au loin, le regard est oblique, inquiet et soupçonneux. Si les mains ne sont pas desséchées, brunes ou terreuses, elles sont gonflées, violacées. » Donc cette association à la laideur, ou du moins à une certaine forme d'animalité, reste très présente dans les représentations artistiques et iconographiques de la folie, comme vous avez pu le voir avec les images que j'ai choisies qui sont issues de traités médicaux, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Il est malgré tout difficile à l'époque de trouver une définition psychiatrique claire et unanime du corps normal ou du corps anormal marqué par la folie. Les études des discours médicaux, pour le moment, ne montrent pas de consensus pour mettre en avant un physique type de la personne folle. Donc, s'il n'y a pas de définition claire de l'essence de la folie par le corps, c'est ce qui est considéré comme normal, qui permet de conceptualiser la pathologie mentale. Il convient donc de cerner la nature du normal pour comprendre le pathologique, ce qui nécessite d'interroger la raison et les notions de normes, de morale et d'anormalité. Le premier point qui est marquant dans la conception de la folie du XIXe siècle est la théorie du dérèglement des passions, qui redoute qu'une personne se trouve dans le manque de réaction émotionnelle. Cette définition du juste milieu amène toute une série de questions sur l'origine et les raisons de la norme, notamment sur pourquoi le normal est considéré comme naturel, là où les lois sont clairement perçues comme artificielles. Il est possible donc de se demander si le normal en tant que concept social vient de la majorité, soit une moyenne, ou d'un modèle jugé comme idéal. La question est assez complexe et ne peut pas vraiment être tranchée, étant donné qu'elle est utilisée selon les besoins. En effet, si on prend l'exemple des paysans, qui représentent une grande partie de la population au XIXe, leur mode de vie n'est pas une norme souhaitable dans les conceptions de l'époque. Donc c'est un modèle majoritaire qui ne marche pas. Au contraire, concernant d'autres sujets, et notamment la sexualité, le modèle majoritaire l'emporte, comme c'est le cas avec la pathologisation de l'homosexualité, la normalité hétérosexuelle. Ainsi, la définition du normal répond à des méthodes de délimitation qui sont fluctuantes en fonction des besoins. Canguilhem a permis de mettre en avant 3 types de critères qui sont susceptibles de fixer les limites entre une personnalité saine et une personnalité pathologique. Donc le premier est la normalité statistique, qui fait référence à la fréquence et se base sur une moyenne.
Cependant, s'il y a une moyenne qui est faite, il faut savoir déterminer l'intervalle de ce qui est considérable. Le second critère qui met en avant est celui de la normalité idéale, qui se calcule en fonction d'une perfection souhaitée, mais qui reste une conception qui est très normative et dans laquelle tout comportement qui n'obéit pas à des règles peut faire basculer la personne dans une conduite pathologique. Le dernier critère qui met en avant est la normalité fonctionnelle, qui met en avant ce qui est jugé bon pour la personne, ce qui implique une certaine forme d'arbitraire et la question de la légitimité de la personne qui porte le jugement, à savoir dans notre cas le médecin. Donc dans tous les cas, on peut voir que le problème repose dans la subjectivité de l'observateur, à savoir qui peut délimiter si une personne est bonne ou pas. Donc là, la norme a des raisons pratiques assez précises, comme nous allons le voir maintenant. Donc, la folie se mesure en fonction, en général, de l'anormalité des rapports sociaux. Et cette anormalité repose à la fois sur la subjectivité et les normes de la structure sociale. Ce calcul n'est pas gratuit, mais au-delà du bien-être du patient seul, il répond à des raisons qui sont pratiques. Si l'on prend le cas des normes sexuelles, qui sont par exemple très largement investies par la médecine mentale, notamment à la fin du XIXe siècle, la question de l'anormalité et de la dangerosité morale est souvent soulevée dans l'étude des perversions ou des limites de l'acceptable sexuel. Les lois et les usages de la société en matière de sexualité au XIXe sont patriarcaux, religieux et bourgeois. Elles visent notamment à reproduire un certain ordre social qui est porté par la classe à laquelle appartiennent les médecins. Tout excès pousse donc à normaliser, pathologiser les personnes. Et cet aspect social se retrouve également dans le profil sociologique des pervers. En effet, les enfermés pour perversion sont majoritairement des ouvriers et quelques personnes des classes moyennes. Ces peurs indiquent la notion bourgeoise de normalité, et on observe également que la question du genre est aussi très présente, avec une pathologisation systématique du désir féminin, comme on peut le voir avec l'érotomanie féminine, donc sorte de nymphomanie, si on veut aujourd'hui, qui est bien plus couramment diagnostiqué que le satirisme, qui reste très marginal chez nous. La norme et le normal sont également impliqués dans des considérations sur ce qui est naturel ou ce qui ne l'est pas. Si l'on prend le cas par exemple du suicide, des conduites dépressives. Il est considéré comme s'opposant à l'instinct naturel de survie, et de ce fait, il est perçu comme pathologique. C'est là tout le piège que présente la norme, c'est qu'elle fait passer pour naturel des phénomènes qui sont culturels en les éloignant de l'histoire. Rappeler qu'un fait, qu'une attitude est dans l'ordre des choses permet d'effacer totalement tout questionnement sur son bien fondé. Ainsi, avec ce concept de naturalité, d'un comportement donné dit sain, la norme vient avant la pratique et avant l'expérience. Donc c'est ce qu'avait montré notamment Bourdieu pour la domination masculine. Durant le XIXe, la morale, comme ensemble de règles et de valeurs sociales, a un impact évident sur les théories médicales. Donc l'influence de la morale sur la psychiatrie a permis à la médecine une appropriation de certains comportements déviants qui ne relevaient aucunement de la médecine, de l'hygiène, de la sanité jusque-là. Les concepts de normes et de normalité entretiennent un rapport important avec le pouvoir, et on observe à ce propos des frontières poreuses entre l'exécutif, la justice et la médecine. Foucault met en avant l'idée d'ailleurs que la norme ne doit pas être totalement figée, car sa modification peut servir à de nouveaux enjeux de pouvoir. Ainsi, la norme est un instrument qui est également utilisé par l'albinisme. La médecine crée une définition de l'homme souhaitable comme celle d'un homme non malade, et par conséquent, le corps en bonne santé se présente comme une nouvelle norme qui relègue aux pathologies des expériences différentes. Ce principe s'applique à la santé mentale, et l'enfermement de masse du XIXe peut donc être perçu sous certains angles comme une tentative de normalisation de la société. Ainsi, on peut dire que la psychiatrie a un rôle médical et sociopolitique. Elle introduit la tendance actuelle qui lie les conduites marginales et l'hygiène publique. Aujourd'hui, le mal psychique ne concerne plus seulement la médecine, mais aussi diverses institutions et mobilise différents acteurs, cliniciens, travailleurs sociaux, éducateurs,
ressources humaines ou encore mouvements religieux, pour n'en citer que certains. Donc le concept actuel de santé mentale hérite de l'hygiène publique du XIXe siècle et il montre comment l'hygiénisme, comme organe de santé publique, s'est construit en ne visant pas seulement le mieux vivre, mais également des objectifs divers, comme de productivité et d'encadrement. Donc pour conclure, nous pouvons dire que depuis les notions de normes et de pathologie, la médecine mentale du XIXe se présente comme un outil de normalisation entre les mains de l'hygiène publique qui vise à agir sur les populations et sur leur comportement. L'aliénisme participe à une politique publique d'assainissement de la société et des populations au service de l'idéal des classes dominantes, qui sont pourtant minoritaires dans la population. Les normes, dans la psychiatrie, sont donc au service de pathologiques, de manière à construire partiellement le concept de la normalité. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions? Peut-être pas pour Marie, en attendant qu'elle prenne un verre d'eau. Quelqu'un? Non? Parce que moi j'en ai, hein, donc... Alors, du coup, pour Marie, mais après, je voulais savoir si tu as travaillé sur des cas concrets d'enfermement et si tu sais comment ces cas étaient repérés en fait à la base avant d'être pris en charge. Repérés avant d'être pris en charge? Oui. Il faut savoir que l'enfermement au XIXe siècle, c'est sur décision préfectorale, majoritairement, la majorité des cas. Donc ces personnes sont enfermées à la suite d'une enquête de police et alors, pour commencer, il va y avoir un premier diagnostic qui va être fait pour le médecin qui va demander sous l'impulsion de la famille, des voisins ou d'une personne dans l'entourage un enfermement. Ensuite, il va y avoir un deuxième diagnostic qui va être fait à l'asile. Donc, en fait, majoritairement, ce sont des personnes qui vont demander un enfermement. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et donc, du coup, des membres de la famille aussi, quoi. Oui. Après, il peut y avoir des enfermements sur décision de justice depuis, par exemple, depuis une prison, depuis un dépôt de mendicité, depuis un hôpital qui n'est pas spécialisé dans la maladie mentale. Et du coup, Marie, je voulais te demander si tous les membres de la famille sont pris équitablement en photo, s'il y a peut-être si on compte plus les enfants, je sais pas. Et si c'est des pratiques de certaines familles ou si c'est en fonction du sujet. C'est une très bonne question. Les archives sur lesquelles j'ai travaillé, en fait, c'est des plaques de verre qui ont été récupérées à la suite de la fermeture d'un studio. C'est-à-dire c'est le double en fait des photographies qui ont été données aux familles. En vrai, je ne sais pas qui étaient les destinataires des photographies, je ne sais pas quand les photographies ont été prises, je ne sais pas qui figure sur les photographies. Par contre, j'ai essayé de mettre en rapport la mortalité de différentes personnes, de différents types de personnes, avec leur prépondérance dans le fond photographique. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants. Soit on peut considérer que c'est parce qu'il y avait une mentalité infantile qui était très élevée, et que par conséquent, il y a juste plus de photographies parce qu'il y a plus de morts jeunes. Soit on peut aussi considérer, et c'est une théorie qui s'entend tout à fait, que parfois la photographie funéraire était réalisée parce qu'il n'y avait pas d'autres portraits de la personne. Et ça peut du coup être éclairant dans le cas des enfants, mais ça peut aussi expliquer le cas des adultes, parce que certaines personnes adultes, dans les milieux ruraux surtout, dans les milieux pauvres, n'étaient jamais photographiées. Ouais. Je ne sais pas si ça a bien répondu à ta question. François? Alors, bon, j'ai aussi des questions pour Marie. Mais à propos justement de la vaccination de la variole, alors peut-être on va voir ce que c'est en lien avec mon sujet, mais comme Louis XV était mort de la variole, je sais que Louis XVI et ses frères, avaient pris si on peut dire, l'initiative de se faire vacciner. C'est une méthode qui était assez expérimentale en 1774, quand même, contre la petite vérole, donc c'est bien la variole, il me semble. Et bon, ils ont au début, ils ont été malades tous les trois, mais ils ont tous les trois survécu. Est-ce que je sais que ça a eu lieu, puis comme c'était comme quelqu'un relativement important, comme le roi et ses frères, est-ce que on peut dire
Est-ce que tu disais quelque chose à propos de l'avancement de la vaccination à cette époque-là? Alors déjà, c'est pas la vaccination. En 1774, c'est l'inoculation. Oui. Donc après, ce que je sais, c'est que Charles X s'est fait vacciner en 1820 et c'était possible, je ne me souviens plus exactement, mais il s'est fait vacciner pour aussi inciter la population, pour montrer le roi se vacciner. Donc faites-le aussi. Moi, j'ai confiance en la vaccination, donc vous pouvez aussi. C'était un exemple à suivre. D'accord, mais il y a une différence entre l'inoculation et la vaccination. L'inoculation, c'est l'effet d'utiliser la variole humaine, en fait, qui est peu efficace, comme je l'ai dit. La vaccination, c'est inoculer le pus qui se trouve dans, dans le bouton de la variole bovine. C'est ça qui traite réellement la variole humaine. D'accord. Ensuite, voilà, donc j'avais une série de questions pour Marie. Tu vas être concise dans le Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui. Allez, T'arrêtes pas avec tes questions, ça va tu disais quand même que une des grandes, si on peut dire, traditions embryonnaires, c'est qu'on laissait le corps en putréfaction pendant plusieurs jours. Le corps était veillé. La veillée funéraire, et c'est pas typiquement breton, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ça partout en France et partout dans le monde à un moment ou à un autre, je pense. Le corps était veillé, c'est-à-dire que la famille, les proches, les voisins se recueillaient autour du corps mort, ils priaient, ils faisaient un bon repas, ils faisaient la fête, ils buvaient. Mais ça pouvait durer une nuit, 2 nuits, jusqu'à 3 nuits, je pense. Puis le défunt était enterré. C'était pas une tradition de laisser le corps en putréfaction. Il pouvait arriver, imaginons par exemple que s'il y a de la famille qui arrive de loin, ce genre de choses, que plusieurs jours s'écoulaient avant l'enterrement du défunt. Ça, c'était propre au cas par cas. Et ça peut être prouvé par la photographie funéraire, dans le sens où on voit des défunts qui ont des traces de putréfaction. Donc on peut dire que tous les morts n'étaient pas enterrés dans les 2 jours qui suivent leur décès. Mais nous, c'est une tradition. Est-ce que les techniques d'embaumement qu'on utilise aujourd'hui pour préserver les repas à cette époque-là n'étaient pas répandues Alors aujourd'hui, on utilise le froid ainsi que des produits chimiques qui sont introduits dans les vaisseaux sanguins des personnes défuntes. Ça n'existait pas au début du XXe siècle. Ou alors ça existait, mais ça n'était pas pratiqué dans le milieu que j'ai étudié, dans le sens où c'est un milieu qui est très rural, qui est assez pauvre, très agricole. Donc on a des corps qui sont préparés, qui sont maquillés, nettoyés de manière assez rudimentaire. On voit parfois des traces de petites maladresses, par exemple, ils tentent de cacher un peu comme ils peuvent les traces d'altération du corps du fait de la mort, mais ils ne disposent pas de moyens extrêmement perfectionnés qui utilisent des technologies de chimique, par exemple, pour conserver le corps. Et tu disais qu'il y avait tu utilisé l'expression chapelle ardente, mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a un moment tu as dit, ça portait aussi le titre le nom de chapelle blanche, mais moi j'ai déjà entendu l'expression chapelle ardente, mais il y a un passage que j'ai pas compris. Chapelle arganze. Ah c'est ça, ouais. Chapelle blanche en breton, c'est du breton. D'accord, parce que moi j'ai déjà entendu l'expression chapelle ardente. On dit chambre ardente, il me semble. Chapelle ardente. Ça, c'est pour les décès de masse. Mais du coup, la chapelle blanche, c'est ce baldaquin et ces draps qui sont tendus derrière le corps. Donc, on l'appelle chapelle arganze en breton, mais c'est pas un phénomène qui est uniquement breton, c'est-à-dire qu'en Italie, on peut en retrouver aussi des baldaquins comme ça. Mais ça fait ça, il me semble, c'est un peu pour représenter le ciel, en quelque sorte. Thomas? Je ne sais pas ce que c'est que le satyrisme. Oui, c'est pour le satyrisme, c'est une maladie, on n'utilise plus le terme aujourd'hui, mais c'est l'équivalent de la nymphomanie au masculin. Est-ce que ça vient de là, satire ou... Pardon? C'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse. D'autres questions? Bon, moi je vais passer sur les miennes alors. Si personne ne veut de questions. Alors, moi j'ai lu une question qui m'est très intéressée par la partie sur les lipémaniaques et je voulais voir si ça avait si ça recouvrait quelque chose qu'aujourd'hui on définit ou si c'était une maladie qui aurait disparu parce que plus diagnostiquée. Elle n'a pas disparu du tout. Le problème du 19e, c'est que
sont en train de mettre en place tout l'attirail de définition des maladies. Et en fait, la lipémanie, c'est tout simplement, enfin il y en a plusieurs, mais le trouble dépressif, c'est la manière dont Esquirol, qui est l'un des principaux linguistes du début du siècle, définit la mélancolie. Enfin la mélancolie, donc du coup plutôt la dépression mélancolique. Ok. Donc, et après, parce que c'était intéressant dans la définition qu'il en donnait, parce que d'un côté, il disait que les personnes avaient la peau très foncée, en même temps, c'était très pâle. Je sais pas, c'est une bizarrerie de l'époque peut-être, C'est un souci de couvrir large. Non, mais c'est justement le problème de l'époque, c'est que chez certains médecins, ils veulent absolument définir des choses, mais ils se contredisent entre eux, ils se contredisent eux-mêmes, et ils sont clairement encore beaucoup dans l'imaginaire. On ne voit pas beaucoup les dépressifs qui ont les mains violacées ou autres. Donc c'est tout simplement qu'en fait, ils sont encore très inspirés par des conceptions qui sont totalement imaginaires, et ils ont du mal à se détacher de la réalité, malgré leur entreprise qui est théorisée de manière très stricte et scientifique. D'accord. Bon, ben moi j'ai une autre question pour Agnès. Par rapport aux craintes vaccinales, vous avez une raison particulière, à part le fait de penser que les maladies étaient l'ordre du divin, quelque chose de naturel, qu'il ne fallait pas aller contre les maladies, mais c'était des craintes. De quoi avait-il peur en fait quand il s'est vacciné? La population. Alors, déjà, moi dans mes sources, je n'ai pas forcément vu des personnes qui étaient contre. C'est plutôt un problème financier. Dans le sens que même si la campagne elle est gratuite, les officiers de santé ils font un certain trajet et demandent des honoraires. Donc, après, au niveau des craintes, moi ce que j'avais vu, c'est par exemple voilà, le fait que ce soit un traitement qui vienne d'un animal. C'est pas commun d'utiliser un traitement animal qu'on va s'injecter en plus sous la peau. Même s'il y avait des concoctions à base d'escalade. Ça existait. Mais là, vraiment s'injecter une substance d'une vache, là, c'est pas qu'il faut penser que c'est transformé en vache. D'accord. Voilà. J'ai une question pour toi aussi, mais elle a déjà été posée, donc je vais la garder. Donc, moi j'ai une question pour Evie quand même. C'est vrai que tu dis beaucoup lors du discours, les pensées, et en fait est-ce qu'ils ont finalement les moyens d'encadrer un petit peu comme ils le veulent l'ensemble des populations voilà, touchées par la mélancolie, etc. Enfin, c'est un peu tout ce que tu avais montré aussi sur le fait qu'on a le mouvement de construction des asiles aussi au même moment. Concrètement, il y a une surpopulation qui se met en place dès la seconde partie du siècle, mais donc on peut... Enfin, en fait, oui et non, parce que les conditions n'y sont pas, les asiles sont très lents à être construits, mais on réutilise d'anciens hôpitaux, et les chiffres montrent qu'il y a vraiment une hausse d'enfermement qui est forte. Et autre chose, c'est que les moyens sont aussi mis dans la police, qui est un relais de la psychiatrie qui soutient les mouvements d'enfermement. Il y a beaucoup de liens qui sont... D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est la préfecture qui s'occupe de gérer ce problème dit médical. Donc, c'est vrai qu'ils veulent avoir des problèmes matériels qui sont évidents, mais l'enfermement se met en place avec des conditions qui sont plus que suffisantes. Je ne sais pas si ça répond. Si, c'est ça, mais c'est un peu toujours pareil. C'est vrai que quand on a les administres ont une opinion, ils ont des projets, mais c'est vrai que parfois la mise en application est un petit peu difficile. Disons que ce qui va être fait aussi, c'est qu'on va récupérer d'anciens hôpitaux, on va les réaménager, alors qu'à la base, il y avait l'idéal de construire des lieux qui étaient vraiment prévus pour, avec une architecture particulière et un mode de fonctionnement particulier. Mais là, on retrouve un phénomène de recyclage, en fait, d'anciens bâtiments. d'autres questions? Ne vous inquiétez pas, elle ne morde pas. Hein. Vous pouvez y aller. Non, personne? Moi,
moi je suis arrivée au cours, j'avais prévu 3 questions. Je vous ai dit. C'est bien. Bon, ben on va s'arrêter là. Donc, alors, normalement, on reprend à 13 et quart. Ouais, non, à 30. C'est ça. On reprend à 30, donc vous avez quelques minutes pour prendre un café, discuter avec les intervenants. Quoi ?